Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes aiment ce type d'entreprise-là. Donc, enfin, pas là, mais ce type d'entreprise-ci. Donc, on va essayer de regarder ça assez rapidement et vous allez voir de quoi je parle. Stabilité ou croissance des revenus. Quand vous observez ceci, vous voyez une décroissance des revenus. Bien sûr, on doit aller vérifier derrière qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, ici, vous constatez que les revenus augmentent subitement. Boum. Il n'y a pas une raison valable derrière. Est-ce que la raison est durable? Est-ce qu'elle est temporaire? C'est la question qu'on devrait se poser. Parce qu'on ne veut pas acheter un truc qui rapporte 97 milliards pour se retrouver demain à peu près 57 milliards. OK? Ensuite, on compare la marge brute ici. Est-ce que la marge brute, c'est le même constat? On constate ici que la marge brute va plutôt dans le sens contraire. Marge nette, les revenus sont élevés, les marges brutes sont de moins en moins élevées. Je ne sais pas ce que cette compagnie-ci fait précisément. C'est utility, multiline. Est-ce que c'est du gaz, de l'électricité? Dans tous les cas de figure, est-ce qu'elle baisse les prix pour augmenter les revenus? Je n'en sais strictement rien. J'observe juste. Mais rappelez-vous d'une chose. On cherche la stabilité des revenus, la stabilité des marges. Est-ce que c'est le cas ici? Pour le moment, pour les revenus, ils sont croissants. C'est parfait. Pour les marges brutes, elles sont décroissantes. Mais on compare toujours la marge brute et la marge des free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage également ici. Est-ce que les deux vont dans le même sens? On est également ici sur une diminution de la marge EBITDA. OK? Ensuite, on va aller regarder les net income et les free cash flow, si les deux parlent le même langage. Et on constate quoi ici? En termes de net income, il n'y a rien du tout. C'est pas plus grave. Je pense que cette compagnie-ci doit avoir des dépenses assez élevées. Enfin, quand je dis des dépenses assez élevées, il faut toujours aller regarder les free cash flow ici, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui compte réellement. Pour les free cash flow, vous constatez qu'ils sont plutôt stables. Et malgré le fait qu'on ait des marges brutes moins élevées, des marges EBITDA moins élevées, des bénéfices nets négatifs, on a des free cash flow positifs. Et ça, c'est compréhensible. Ils sont positifs. La question qu'il faut qu'on se pose également, comme toutes les autres d'ailleurs, c'est toujours, est-ce que c'est durable? Donc, quand moi, je vais évaluer ce type d'entreprise, j'ai pas envie de me casser la tête de savoir combien est-ce qu'on rapporte. Parce que si je prends ceci avec, je prends le ratio free cash flow sur revenu, j'aurai un ratio moins élevé que ce qu'on a peut-être obtenu ici aux alentours de 2018-2019 en termes de marge. Donc, les marges en termes de free cash flow vont avoir tendance à diminuer, mais les bénéfices sont plutôt stables. OK? Donc, quand on prend les bénéfices nets, les free cash flow ici, je dois les normaliser. Et comme je disais tantôt ici, si vous prenez juste Fastgraft et que vous regardez NG, en 2 secondes, vous savez qu'elle ne va pas vous intéresser. Bénéfices nets ajustés, on constate que les bénéfices nets sont de moins en moins élevés. On a une croissance subite ici au niveau des bénéfices nets entre 2020 et 2022, dépendamment de ce type d'activité. Si je pense que c'est peut-être lié ici au coût de l'énergie. Donc, peut-être on a un business ici qui semble avoir des revenus assez positifs par rapport à la conjoncture actuelle. Est-ce que c'est durable? Bien sûr que non. En plus, vous remarquez qu'en termes d'attente ici, et ça sont les bénéfices nets ajustés, en termes d'attente ici, on s'attend à des bénéfices nets de moins en moins élevés. Un business qualitatif aura, enfin, quand je dis un business ici qui est très stable, aura tendance à rapporter la même chose année après année. Donc, ça veut dire que celui-ci, je ne dirais pas qu'il est très cyclique, mais les bénéfices actuels dépendent énormément d'une situation assez favorable pour ce business. Donc, il faut faire très attention. Et quand je prenais même en considération les bénéfices nets ajustés ici, parce qu'il faut que je prenne les free cash flow réellement pour ce type d'entreprise. Il ne faut pas s'amuser à prendre la différence entre les deux. Si les bénéfices nets ajustés peuvent souvent prennent souvent en considération aussi des éléments qui ne sont pas exceptionnels. Or, une entreprise peut avoir des éléments exceptionnels ici année après année. Un élément exceptionnel ça peut être ici dû à peut-être de la restructuration, des charges liées à la restructuration. Or, si on restructure chaque année, finalement, ça redevient quelque chose de normal. OK? Donc, ici, du point de vue free cash flow, c'est uniquement, il faut toujours regarder les choses du point de vue free cash flow pour ce type d'entreprise. On compare ici le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions a tendance à augmenter ou à diminuer? On a plutôt le même niveau d'actions ici. C'est assez correct. Mais si moi, je prends cette compagnie, je regarde à peu près, sur les 10 dernières années, elle rapporte combien? À peu près 3 milliards. Actuellement, elle est à 4 milliards. Je ne sais pas si elle va rester à 4 milliards pour les années à venir, mais je sais au moins que sur les 10 dernières années, elle a pu produire au moins 10 milliards au minimum. Sur les 5 dernières années, elle a pu produire 2 milliards 400. Donc, on se rapproche plus du 3 milliards ici. Et on me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK? 34 milliards, 35 milliards, un business qui pourrait me rapporter à peu près 3 milliards par an.
je mets 35, j'arrondis, soit un rendement potentiel de 8,57%. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Mais il faut prendre également en considération la dette ici. Si je prends ce genre de business aura tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices? Vu le type d'activité, et on va déjà regarder le marché a eu tendance à payer combien ici. On va vérifier ça. Price to free cash flow, vu que ce sont les free cash flow que nous, on prend en considération ici comme représentant la véritable rentabilité de ce business. Ce type d'activité aura tendance, on pourrait être aux alentours de 17, 15 fois les bénéfices. Peut-être même parfois plus élevé que ça. Donc, je constate ici que NG a tendance à se négocier à des multiples de valorisation très bas par rapport à ce que le marché peut proposer pour les entités dans ce type de service-ci. Maintenant, pourquoi? Est-ce qu'au niveau de la gouvernance, il y a des choses à redire? Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement français a des participations à l'intérieur? Je n'en sais rien du tout. Toujours aller vérifier. Mais si c'est le cas, ça peut justifier le fait que cette compagnie soit théoriquement sous-valorisée depuis très, très, très longtemps. Peut-être qu'ils sont question de la gouvernance de ce business-ci. Prenons en considération à peu près ici une quinzaine de fois les bénéfices. Et je vous dis ici, à 15 fois les bénéfices, c'est vraiment... Voilà, c'est le minimum pour ce type d'entreprise. Au niveau des utilities, vous pouvez prendre la différence aux États-Unis, vous allez voir que ça va généralement aux alentours de 17-20 fois. Okay? Parce que ce sont des business assez stables qui ont généralement un pricing power. Même si on n'augmente pas les prix n'importe comment dans ce secteur d'activité, il faut souvent demander une autorisation. Donc 3 milliards multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette ici en date d'aujourd'hui, nous l'avons à combien? Toujours aller vérifier également au niveau de zone bourse ou bien d'autres éléments ici pour voir si c'est la même chose. On a 24 milliards de dette nette. Ça nous permet également de voir ici le ratio dette nette sur EBITDA donne combien. On a un ratio dette nette sur EBITDA de 3,8 ici. Donc, est-ce qu'on a un ratio EBITDA de 3,8 parce que la dette nette augmente ou bien parce que l'EBITDA diminue? On a plutôt une dette nette qui est stable. Donc, ce qui a dit qu'au niveau de l'EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a une diminution de l'EBITDA? On vérifie. Oui, on a une diminution de l'EBITDA. OK? Donc, c'est pas bon d'avoir une diminution de l'EBITDA. On aimerait avoir une certaine stabilité au niveau de ces EBITDA-là. OK? Donc, si ce ratio-là, on revient à le normaliser, je pense qu'on sera à peu près entre 2,5 à 2 fois les EBITDA ici. Donc, quand je prends en considération la dette en question, le 24 milliards, c'est en sous-entendant que ce 24 milliards-là est véridique. Quand je vais 24 milliards, 22 moins le 45 milliards en question qu'on trouve, on trouve à peu près une vingtaine de milliards. Si vous prenez 20 milliards ici par rapport aux 3 milliards que cette compagnie a tendance à rapporter, vous constatez ici que le multiple de valorisation se situe aux alentours de 7 fois les bénéfices. OK? Donc, peut-être cette valuation-ci pour le marché, le marché évalue généralement cette compagnie-ci en prenant déjà en considération cette dette-là. Et ce n'est pas comme si la dette était très élevée. Ici, elle peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 10 ans. OK? Donc, si on le prend ici à peu près à 10 fois les bénéfices par là, on va se situer aux alentours d'une trentaine de milliards et à 30 milliards par rapport à la capitalisation boursière actuelle. On est à peu près à combien? On tombe à peu près sur le coût de... divisé par 2 milliards, 2,2, c'est bien ça, 2,42 ici. Non, excusez-moi. 30 milliards divisé par 2 milliards 420, ça donne au total 12 dollars l'action, 12 euros l'action. Donc, je dirais que cette compagnie au prix actuel est correctement évaluée. Tout remboursement de la dette supplémentaire ici sera bénéfique pour ce business-ci. J'aimerais également regarder les actifs tangibles net par action. Tangible book value. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose en tout de 2,28 $. Bon, on va se dire que si on arrive à la choper à ce prix-là, tant mieux. Mais voilà, c'est une information comme une autre ici pour ce business-ci. Donc, je pense qu'elle rapporte un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est correctement évalué au prix actuel. Maintenant, quand on questionne la politique d'allocation du capital en question, on constate quoi? Je constate ici que l'entreprise paie à peu près la majorité de ce qu'elle gagne ici en dividende. Et ça, je n'aime pas. Et si vous payez la majorité de ce que vous gagnez ici en dividende, il vous reste combien ici pour rembourser la dette? Et c'est peut-être cette façon d'allouer le capital là que le marché n'aime pas. OK? Et moi déjà, je n'aime pas. Quand je vois ça également ici, je n'aime pas. OK? NG a beau distribuer un gros dividende ici, mais je pense qu'elle donne un peu trop d'argent généralement, ok? Sauf maintenant si elle a des participations dans d'autres business, etc., qu'elle pourrait avoir tendance à revendre, etc., ok? Mais je questionne réellement ici la politique d'allocation du capital de ce business. En termes de dette nette, ici, je retrouve à peu près la même information ici de 27 milliards, 24 milliards par là. Donc,
faut faire peut-être attention ici au niveau d'Engie concernant cette politique d'allocation du capital-là. Tout ce qu'on gagne ici, on le reverse en dividende. C'est bien à court terme ici. Par rapport à l'utilisation des actifs, remarquez ici qu'on n'est même pas à 15%. D'accord? Ça, je n'aime pas. Encore une fois, on recherche au moins un business dans ce type d'activité si on veut au moins être à 15% ici. D'accord? Donc, c'est également difficile pour ce genre d'entreprise en termes d'utilisation des actifs. Ce n'est souvent pas très évident non plus parce que ce sont des business à capital intensif. Ils ont également beaucoup d'investissements. Donc, parfois, ils se retrouvent avec énormément de dettes, ce qui m'encourage soit uniquement à fuir ce secteur littéralement. OK, même si on verse un gros dividende, il est souvent ici. Le dividende ici représente généralement ici un piège. Et bon, comme on peut le voir sur le cas de Engie, l'avantage qu'on a ici, c'est que le nombre d'actions n'augmente pas. Il est plutôt stable ici. La dette ici est peut-être bien échelonnée dans le temps. Mais pour moi, quand je regarde ça, ça me laisse à 37 degrés. OK, le plus important ici, quand on veut acheter une entreprise qui verse un dividende, c'est de recevoir ici un dividende stable et croissant dans le temps. Et non de recevoir un gros dividende de temps en temps. Non. OK. On veut avant tout la stabilité. Et pour moi ici, certes, elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais je veux dire, par rapport au remboursement de la dette ou au rachat, il aurait été préférable ici de rembourser la dette et de racheter les actions également ici pour cette compagnie. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Merci.